Les brutes n'avaient aucune idée qu'elles venaient de gifler la mauvaise fille, maintenant elles vont payer. Léa Dubois avait toujours préféré l'ombre. À 17 ans, elle possédait ce genre de présence discrète qui lui permettait de se faufiler dans les couloirs bondés sans se faire remarquer, ses cheveux châtains tombant comme un rideau sur son visage. Elle était de petite taille, à peine 1,50 m, avec de doux yeux noisettes qui semblaient tout absorber sans rien révéler. Lorsque sa famille a déménagé au lycée Saint-Exupéry en milieu de seconde, Léa espérait pouvoir conserver son statut d'invisible jusqu'à l'obtention du bac. Le lycée Saint-Exupéry était un vaste bâtiment en pierre qui abritait près de 2000 élèves, ses longs couloirs résonnant du bavardage incessant des adolescents naviguant dans leur hiérarchie sociale. L'établissement avait une réputation d'excellence académique, mais comme la plupart des lycées, il abritait également son lot de prédateurs qui se nourrissaient des plus vulnérables. Léa a appris cette leçon dès sa première semaine. Tout a commencé petit, comme c'est souvent le cas. Chloé Moreau, une grande blonde aux cheveux parfaitement coiffés et à la garde-robe coûteuse qui criait au privilège, était la reine incontestée de la classe de seconde. Elle régnait sur son domaine avec une efficacité impitoyable, flanquée de ses lieutenants. Marine Leclerc, une fille à la langue acérée qui semblait prendre un plaisir authentique au malaise des autres, et Camille Roussel, dont le rire cruel pouvait transpercer une pièce bondée. Elles avaient remarqué Léa immédiatement, non pas parce qu'elle se démarquait, mais précisément parce qu'elle essayait si fort de ne pas le faire. « Regardez la petite souris », avait chuchoté Chloé, assez fort pour que la moitié de la cantine l'entende lors du deuxième jour de Léa. Est-ce qu'elle parle même français? Le commentaire a blessé non seulement à cause de son racisme désinvolte, mais parce que Léa comprenait exactement ce que Chloé faisait, établir sa domination par l'humiliation publique. Léa avait passé des années à perfectionner l'art de l'invisibilité. Dans son précédent collège en Bretagne, elle avait appris qu'attirer l'attention ne faisait qu'attirer les ennuis. Ce que Chloé et son équipe ne savaient pas, ce que personne au lycée Saint-Exupéry ne pouvait imaginer, c'était que Léa Dubois portait dans son petit corps les connaissances accumulées de 12 années d'entraînement intensif aux arts martiaux. Son père, Jean-Pierre Dubois, était un ancien membre des forces spéciales qui avait ouvert un petit dojo après avoir pris sa retraite du service militaire. Dès l'âge de 5 ans, Léa s'était entraînée au Krav Maga, au Jiu-Jitsu brésilien et au Muay Thai. Elle pouvait désarmer un agresseur en quelques secondes, briser des os avec une précision chirurgicale ou rendre quelqu'un inconscient avec un étranglement parfaitement placé. Mais Léa s'était fait une promesse lorsqu'ils avaient déménagé à Paris. Elle serait normale. Elle serait juste une autre adolescente essayant de traverser le lycée sans incident. Son père lui avait appris que la vraie force signifiait choisir quand utiliser son pouvoir, et Léa avait choisi la paix. Le harcèlement a progressivement augmenté au cours des semaines suivantes. Chloé et ses amis heurtaient accidentellement Léa dans les couloirs, faisant tomber ses livres sur le sol. Elle s'asseyait juste assez près à la cantine pour faire des commentaires bruyants et pointus sur « les filles de province bizarres » qui mangent probablement du beurre salé. Marine a un jour versé une bouteille entière d'eau sur le bureau de Léa, juste avant un contrôle de chimie, ruinant ses notes et la forçant à passer l'examen sans préparation. À travers tout cela, Léa est restée silencieuse. Elle a ramassé les livres renversés, séché ses papiers et absorbé l'humiliation avec le même calme stoïque que son père lui avait appris à maintenir sous la contrainte physique. D'autres élèves ont regardé ces incidents avec le mélange de soulagement et de honte qui vient du fait de savoir que l'on est témoin d'une injustice, mais de se sentir reconnaissant que cela ne vous arrive pas. Les professeurs ne remarquaient rien ou choisissaient de ne pas voir ce qui se passait sous leur nez. Le pire incident s'est produit un jeudi après-midi pluvieux à la fin du mois d'octobre. Léa déjeunait seule dans le coin le plus éloigné de la cantine, lisant un livre et essayant de disparaître en elle-même, lorsque le groupe de Chloé s'est approché de sa table. La cantine était bondée, des centaines d'élèves parlaient et riaient,
créant la couverture parfaite pour ce qui allait suivre. « Hé, souris !» a dit Chloé, s'asseyant sur le siège en face de Léa. Marine et Camille la flanquaient de chaque côté, formant une barrière qui bloquait les voies d'évacuation de Léa. On se demandait quelque chose. Tu es vraiment muette ou juste stupide? Léa a levé les yeux de son livre, rencontrant les yeux bleus froids de Chloé pendant un instant avant de reporter son attention sur la page. Ce petit acte de défi a semblé exaspérer Chloé, dont le visage est devenu rouge de colère. « Je te parle !» a sifflé Chloé, tendant la main à travers la table pour claquer le livre de Léa. « Le moins que tu puisses faire, c'est faire semblant d'avoir des manières. »« Peut-être qu'elle ne comprend pas, » a renchéri Marine, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Peut-être qu'on doit parler plus lentement. Souris, est-ce que tu nous entends ?» La table a éclaté d'un rire cruel, alors que d'autres élèves commençaient à se tourner et à regarder. Léa sentait ses joues brûler d'embarras, mais elle s'efforçait à rester immobile. Elle pouvait sentir la tension familière monter dans ses muscles, la réponse automatique de son corps à la menace, mais elle l'a repoussée. La violence n'était pas la réponse. Elle ne l'était jamais. « Laissez-moi tranquille », a dit Léa doucement, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la cantine. « Oh, elle peut parler !» s'est exclamé Camille avec une joie feinte. « Dis quelque chose d'autre, souris. Parle-nous du trou paumé d'où tu viens. »« Je suis née à Paris », a répondu Léa, gardant toujours sa voix calme et égale. « Bien sûr que oui », a ri Chloé. « Et je suis sûre que tes parents sont totalement en règle aussi, n'est-ce pas? Peut-être qu'on devrait t'appeler la PAF pour vérifier. » Le commentaire raciste planait dans l'air comme du poison. Léa a senti quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans sa poitrine, mais elle a gardé son sang-froid. Elle avait déjà eu affaire à l'ignorance. Elle pouvait le gérer à nouveau. Ce qu'elle ne pouvait pas gérer, c'est ce qui s'est passé ensuite. Alors que Léa se levait pour partir, tenant son plateau de déjeuner dans une main et son livre dans l'autre, Chloé a tendu le pied. Léa l'a vu venir, mais n'a pas pu réagir assez vite tout en portant ses affaires. Elle est tombée lourdement, son plateau volant dans les airs et envoyant de la nourriture en cascade sur le sol. Le bruit de la vaisselle brisée et du corps de Léa heurtant le sol a provoqué un silence momentané dans la zone immédiate avant d'éclater en rires et en huées. Léa était allongée sur le sol, couverte de lait au chocolat et de purée de pommes de terre, sentant le poids de centaines de regards. C'était le moment dont elle faisait des cauchemars, une humiliation totale et publique, sans échappatoire et sans dignité intacte. Elle pouvait entendre Chloé et ses amis rire au-dessus d'elle, pouvait voir d'autres élèves sortir leur téléphone pour enregistrer sa misère. « Oups !» a dit Chloé avec une innocence théâtrale. « Tu devrais vraiment faire attention où tu vas, souris. » Léa s'est relevée lentement, ramassant méthodiquement ses affaires éparpillées, tandis que la nourriture dégoulinait de ses cheveux. Personne n'a offert d'aider. Aucun professeur ne s'est matérialisé pour intervenir. Elle était complètement seule, dans une pièce pleine de gens, et cet isolement a coupé plus profondément que n'importe quelle douleur physique. La vidéo de la chute de Léa s'est répandue sur les réseaux sociaux en quelques heures. Le lendemain matin, il semblait que tous les élèves du lycée Saint-Exupéry l'avaient vue. Léa a traversé les couloirs au son des rires étouffés et des doigts pointés. Quelqu'un avait même créé un mème en utilisant une capture d'écran d'elle sur le sol, avec des légendes comme « Quand tu essaies d'être invisible, mais que la gravité a d'autres plans ». Les parents de Léa ont remarqué son retrait croissant. Sa mère, Sophie, a essayé de la faire parler avec des questions douces sur l'école et les amis, mais Léa a esquivé chaque enquête. Son père l'a regardée avec l'attention particulière de quelqu'un formé pour lire le langage corporel et les indicateurs de stress. Il pouvait voir les signes de quelqu'un soumis à une agression psychologique prolongée, mais Léa a refusé de parler de ce qui se passait. « Ma puce », a-t-il dit un soir, alors qu'ils pratiquaient des katas dans leur dojo de garage. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas, si quelqu'un te cause des problèmes à l'école ?»« Ça va, papa », a répondu Léa, exécutant un coup de pied retourné parfait qui aurait fait tomber un adulte. « Tout va bien. »
Mais tout n'allait pas bien. Le harcèlement s'intensifiait, devenant plus créatif et plus public. Chloé avait recruté des adeptes supplémentaires, transformant le tourment de Léa en un divertissement à l'échelle de l'école. Ils la suivaient entre les cours, faisant des bruits d'animaux et demandant à haute voix si quelqu'un avait vu sa carte de séjour. Ils ont créé de faux comptes de réseaux sociaux pour lui envoyer des messages menaçants. Ils ont même lancé une rumeur selon laquelle elle avait des poux, ce qui a incité les élèves à reculer de façon spectaculaire chaque fois qu'elle passait. Le point de rupture est survenu un vendredi après-midi froid de novembre. Léa avait été affectée à rester après l'école pour aider sa professeure de français, Madame Garnier, à organiser des livres dans la réserve de la classe. Elle était seule, empilant des romans sur des étagères, lorsqu'elle a entendu des pas dans le couloir. Le reste de l'école s'était vidé il y a des heures, laissant le bâtiment presque désert, à l'exception de quelques professeurs et du personnel d'entretien. Chloé, Marine et Camille sont apparus dans l'embrasure de la porte comme une meute de prédateurs qui avaient acculé leur proie. La réserve était petite et sans fenêtre, avec une seule sortie, la porte qu'elle bloquait maintenant. « Tiens, tiens !» a dit Chloé, entrant dans la pièce avec son sourire cruel habituel. « Regardez ce qu'on a trouvé. La petite souris toute seule. » Le cœur de Léa a commencé à battre la chamade, mais elle s'est forcée à continuer à empiler des livres. Peut-être que si elle les ignorait, elle s'ennuierait et partirait. Peut-être que ce ne serait qu'une autre agression verbale qu'elle pourrait endurer et oublier. « On réfléchissait », a dit Marine, se déplaçant à gauche de Léa tandis que Camille tournait à sa droite. « Tu es dans notre école depuis des mois maintenant et tu ne t'es jamais vraiment présenté correctement. C'est plutôt impoli, tu ne trouves pas ?»« Ouais », a acquiescé Camille, sa voix prenant un ton dangereux. « On pense qu'il est temps que tu nous montres un peu de respect. » Léa s'est finalement tournée pour leur faire face, le dos maintenant pressé contre les étagères de la réserve, 3 contre 1, dans un espace clos, sans témoins. Elle avait été dans des situations similaires pendant l'entraînement, mais c'était différent. Ce n'étaient pas des partenaires d'entraînement ou des instructeurs testant ses limites. C'étaient des prédateurs qui voulaient causer un réel préjudice. « Je ne veux pas d'ennui », a dit Léa, fière que sa voix reste ferme, malgré la peur qui la traversait. Chloé a ri, un son complètement dépourvu de chaleur ou d'humanité. « Tu ne veux pas d'ennui ? Souris, tu haisses les ennuis. Tu es un problème qui doit être résolu. » « Voilà ce qui va se passer, » a dit Marine, sortant son téléphone et ouvrant l'application appareil photo. « Tu vas te mettre à genoux et t'excuser d'être un tel gâchis pathétique. Et tu vas nous supplier d'être tes amis. On va tout enregistrer et partager avec tout le monde. »« Et si tu ne le fais pas, » a ajouté Camille, « on va rendre ta vie tellement misérable que tu vas changer d'école. » Encore une fois. Léa les a regardés chacune à leur tour, voyant la malice authentique dans leurs yeux. Ce n'étaient plus seulement des brutes, c'étaient des prédateurs qui avaient finalement isolé leur proie et étaient prêts à passer à l'attaque. Elle a pensé aux leçons de son père sur la désescalade, sur le fait de s'éloigner des combats, sur le fait d'être la personne la plus grande. Mais il n'y avait nulle part où marcher, et être la personne la plus grande n'avait fait que faire d'elle une cible plus grande. « Non », a dit Léa doucement. Le mot planait dans l'air comme un défi. Le sourire de Chloé a vacillé pendant un instant avant de revenir avec une méchanceté renouvelée. « Pardon ?» a dit Chloé faisant un pas de plus. « Je ne crois pas avoir bien entendu. »« J'ai dit non », a répété Léa, cette fois avec plus de conviction. « Je ne vais rien faire de tout ça. » Le visage de Chloé s'est tordu de rage. Pendant toutes ces années de règne par l'intimidation et l'humiliation, personne n'avait jamais simplement refusé ses exigences. Certainement pas quelqu'un comme Léa, petite, silencieuse, impuissante Léa qui avait absorbé des mois d'abus sans riposter. « Petite garce !» a grogné Chloé levant la main. La gifle est venue vite et fort, la paume de Chloé entrant en contact avec la joue de Léa avec un bruit semblable à un coup de feu dans la petite pièce. La tête de Léa a claqué sur le côté et elle a goûté le sang là où ses dents avaient coupé l'intérieur de sa bouche. La piqûre a été immédiate et vive,
mais ce n'était rien comparé à la vague de clarté pure et cristalline qui l'a envahi. Pendant des mois, Léa avait été une victime. Elle avait absorbé la punition, avalé l'humiliation et s'était convaincue que souffrir en silence était la voie noble. Mais à ce moment-là, avec sa joue brûlante et le goût du sang sur sa langue, quelque chose de fondamental a changé en elle. Elle n'était pas une victime. Elle n'avait jamais été une victime. Elle était une arme qui avait choisi de ne pas tirer. Ce choix venait d'être révoqué. Léa s'est retournée pour faire face à Chloé avec des mouvements qui semblaient presque désinvoltes, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture maintenant. Ses épaules s'étaient redressées, sa position avait changé pour quelque chose de plus équilibré et de plus prédateur. Plus révélateur de tout, elle souriait, pas avec chaleur ou humour, mais avec la satisfaction froide de quelqu'un qui avait enfin reçu la permission de faire ce pour quoi il était né. « Ça », a dit Léa doucement, « c'était une erreur. » Chloé a ouvert la bouche pour répondre, probablement pour lancer une autre agression verbale ou un coup physique, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Le mouvement de Léa a été si rapide qu'il a semblé plier les lois de la physique. Un instant, elle se tenait passivement contre les étagères. L'instant d'après, Chloé était sur le sol à bout de souffle, ses jambes balayées sous elle par une technique si bien exécutée qu'il semblait qu'elle était simplement tombée. Marine et Camille ont regardé avec choc leur chef invincible lutter pour se remettre sur pied. Cela ne devait pas arriver. Léa était la victime, la cible, la personne impuissante. Elle n'était pas censée riposter, et elle n'était certainement pas censée être bonne à ça. Chloé a finalement réussi à se relever, son visage rouge à la fois d'embarras et de rage. « Tu vas payer pour ça, petite ?» Elle s'est jetée en avant avec les mains tendues, ayant clairement l'intention d'attraper Léa par les cheveux ou les vêtements. C'était une attaque d'amateur classique, le genre d'agression sauvage et motivée par l'émotion que Léa avait été entraînée à contrer depuis l'âge de 7 ans. L'élan vers l'avant de Chloé l'a entraînée directement dans la réponse de Léa, un simple fauchage de hanche qui a utilisé l'agression même de la brute contre elle. Chloé a été en l'air pendant un bref moment terrifiant avant de s'écraser contre les étagères de la réserve derrière Léa. Des livres sont tombés autour d'elle alors qu'elle s'effondrait sur le sol, le souffle complètement coupé. Elle a regardé Léa avec quelque chose qui aurait pu être de la peur, clignotant dans ses yeux pour la première fois. Marine, voyant sa chef à terre et en difficulté, a décidé de se précipiter pour l'aider. C'était une impulsion noble qui a conduit à un résultat ignoble. Léa a esquivé la charge maladroite de Marine et l'a attrapée avec un coup de coude parfaitement synchronisé au plexus solaire. Marine s'est pliée en deux, faisant un bruit comme un ballon qui se dégonfle, avant de s'agenouiller à côté de Chloé. Camille, la dernière debout, a regardé entre ses amis tombés et Léa, qui était maintenant clairement révélée comme quelque chose de bien plus dangereux que ce qu'aucune d'elles n'avait imaginé. Camille avait toujours été la suiveuse du groupe, celle qui riait des blagues des autres et faisait écho à la cruauté des autres. Face à une menace réelle, son courage s'est évaporé comme la rosée du matin. « S'il te plaît », a chuchoté Camille, reculant vers la porte. « On plaisantait juste. On ne voulait rien dire par là. » Léa l'a étudié pendant un long moment, et Camille pouvait voir quelque chose de calculateur et de prédateur dans ses yeux sombres, qui avaient semblé si doux et vulnérables quelques instants auparavant. Léa a fait un pas en avant, et Camille a tressailli comme si elle avait été frappée. « On plaisantait juste », a répété Léa pensivement. « Comme quand tu as versé de l'eau sur mes notes de chimie, comme quand tu as fait des bruits d'animaux dans le couloir, comme quand tu as créé de faux comptes pour m'envoyer des menaces de mort. » « Ce n'était pas moi, » a dit Camille désespérément. « C'était tout Chloé et Marine. Je me suis juste laissé entraîner. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Léa a légèrement incliné la tête, considérant cette affirmation. « Mais tu m'as fait du mal. Chaque rire, chaque commentaire cruel, chaque fois que tu es resté là à regarder pendant que tes amis me tourmentaient, tu m'as fait du mal. Vous toutes. » Chloé se relevait enfin, utilisant les étagères de la réserve pour se soutenir.
Ses cheveux parfaits étaient ébouriffés, ses vêtements coûteux froissés et poussiéreux. Plus important encore, son aura d'invincibilité avait été complètement brisée. Elle a regardé Léa avec quelque chose qui approchait le respect, mêlé à une peur authentique. « Qui es-tu » a demandé Chloé doucement. Léa a souri à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de presque chaleureux dedans. « Je suis exactement qui j'ai toujours été. Vous n'avez juste jamais pris la peine de regarder. Tu n'es pas juste une petite immigrée silencieuse, a haleté Marine depuis sa position sur le sol. Non, a acquiescé Léa. Je ne le suis pas. Je suis la fille d'un ancien combattant décoré des forces spéciales qui s'entraîne aux disciplines de combat depuis l'âge de 5 ans. J'aurais pu mettre fin à tout cela le premier jour où vous avez décidé de faire de moi votre cible. J'ai choisi de ne pas le faire parce que je croyais qu'il fallait être meilleur que sa situation. » Elle les a regardées chacune à leur tour, les voyant clairement pour la première fois peut-être, non pas comme des bourreaux intouchables, mais comme des enfants effrayés qui avaient construit leur identité en faisant en sorte que les autres se sentent petits. « Mais vous avez continué à pousser, » a continué Léa. « Vous avez continué à escalader. Vous avez transformé mon choix d'être pacifique en un signe de faiblesse et vous avez fait l'erreur que tant de brutes font. Vous avez supposé que silencieux signifiait impuissant. » Chloé s'est redressée, une partie de son ancienne arrogance revenant maintenant que la menace physique immédiate semblait être passée. « Alors quoi maintenant? Tu vas nous tabasser toutes, te transformer en la chose même que tu prétends être meilleure ?» Léa a secoué la tête. « Non, je vais vous donner un choix. Le même choix que j'aurais aimé que quelqu'un me donne il y a des mois. » Elle s'est déplacée au centre de la pièce, se positionnant de manière à pouvoir les voir toutes les trois clairement. « Vous pouvez vous excuser, pas seulement auprès de moi, mais auprès de tous les élèves que vous avez jamais tourmentés. Vous pouvez utiliser votre influence pour encourager les gens au lieu de les démolir. Vous pouvez choisir d'être meilleur. » « Et si on ne le fait pas ?» a demandé Marine, bien que la question soit sortie plus comme un couinement. Le sourire de Léa est redevenu froid. « Alors j'arrête de choisir d'être pacifique. Et croyez-moi, vous ne voulez pas voir à quoi ça ressemble. » Le silence qui a suivi était lourd de tension et de possibilités. Léa pouvait voir les rouages tourner dans la tête de Chloé, pouvait presque la regarder calculer les coûts et les avantages de diverses réponses. Finalement, Chloé a parlé. « Tu crois que ça change quelque chose ?» a dit Chloé, mais sa voix manquait de son venin habituel. « Tu crois qu'un seul combat fait de toi la reine de l'école ?»« Je ne veux être la reine de rien, » a répondu Léa. « Je veux juste qu'on me laisse tranquille pour traverser le lycée comme tout le monde. Mais si vous me forcez à choisir entre être votre victime et être votre adversaire, je choisirai adversaire à chaque fois. » Chloé a regardé ses deux amies, toutes deux se remettant encore de leur brève mais décisive rencontre avec les compétences de Léa. Le calcul était simple et brutal. Elles étaient complètement dépassées et tout le monde dans la pièce le savait. « Ce n'est pas fini », a dit Chloé, mais cela ressemblait plus à une question qu'à une menace. Léa s'est écartée et a fait un geste vers la porte. « Ça l'est, si vous le voulez. Le choix vous appartient entièrement. » Les trois brutes sont sorties de la réserve, Chloé en tête avec toute la dignité qu'elle pouvait rassembler, Marine et Camille suivant comme des animaux blessés. Léa les a regardés partir, ressentant un mélange complexe de soulagement, de tristesse et de quelque chose qui aurait pu être du regret. Elle avait rompu sa promesse envers elle-même. Elle avait utilisé la violence pour résoudre un problème que des mois de patience et de retenue n'avaient pas réussi à résoudre. Mais alors qu'elle touchait sa joue encore douloureuse et pensait aux mois d'humiliation qu'elle avait endurés, elle avait du mal à se sentir coupable de s'être enfin défendue. Le lundi suivant, Léa a traversé les couloirs du lycée Saint-Exupéry avec une bande sonore complètement différente. Au lieu de railleries étouffées et de rires cruels, elle a été accueillie par des regards curieux et une distance respectueuse.
La nouvelle de ce qui s'était passé dans la réserve s'était répandue avec la vitesse fulgurante que seuls les potins de lycée pouvaient atteindre, bien que les détails aient été embellis et exagérés à chaque récit. Certaines versions présentaient Léa comme un agent secret du gouvernement. D'autres affirmaient qu'elle était la fille d'un chef du crime. L'histoire la plus extravagante insistait sur le fait qu'elle était une sorte d'assassin entraîné qui avait été placé dans l'école dans le cadre d'un programme de protection des témoins. Léa a trouvé les rumeurs amusantes plutôt qu'ennuyeuses. Elles étaient si loin de la vérité qu'elles ressemblaient à des histoires sur quelqu'un d'autre entièrement. Chloé, Marine et Camille ont gardé leur distance. Mais Léa a remarqué que leur comportement envers les autres élèves avait également changé. Elle ne tourmentait plus ouvertement les nouveaux ou ne faisait plus de commentaires cruels sur l'apparence ou les antécédents de qui que ce soit. Que ce changement vienne d'un remords sincère ou d'une simple peur des conséquences, Léa ne pouvait pas le dire, mais le résultat était le même, un environnement plus paisible pour tout le monde. D'autres élèves ont commencé à approcher Léa timidement, certains pour demander si les rumeurs étaient vraies, d'autres simplement pour la remercier de s'être opposée aux brutes qui avaient rendu leur vie misérable également. Léa s'est rendue compte que le règne de terreur de Chloé avait affecté beaucoup plus de personnes qu'elle ne l'avait su, et que sa décision de finalement riposter avait créé des effets d'entraînement dans tout l'écosystème scolaire. Madame Garnier, la professeure de français, n'a jamais demandé ce qui s'était passé dans la réserve ce vendredi après-midi, mais elle a commenté à quel point Léa semblait plus confiante en classe. D'autres professeurs ont également commencé à remarquer Léa, non pas comme une victime ou un problème potentiel, mais comme une élève avec des contributions précieuses à apporter. Les parents de Léa ont finalement appris la situation lorsque son père a remarqué l'ecchymose qui s'estompait sur sa joue et a refusé d'accepter son explication sur le fait d'avoir heurté une porte. Lorsque toute l'histoire est sortie, Sophie était en colère que Léa ait tant souffert en silence, tandis que Jean-Pierre était fier que sa fille ait finalement choisi d'utiliser son entraînement quand cela comptait vraiment. « Tu as attendu de n'avoir plus d'autre choix », lui a dit Jean-Pierre alors qu'ils s'entraînaient ensemble dans leur dojo de garage. « Cela montre de la sagesse et de la retenue. Mais quand le moment est venu, tu n'as pas hésité. Cela montre du courage. » « Je me sens toujours mal à ce sujet, » a admis Léa alors qu'elle travaillait sur une série de combinaisons défensives. « La violence ne devrait pas être la réponse. Elle ne devrait pas être la première réponse, » a corrigé Jean-Pierre. « Mais parfois, c'est la seule réponse que les brutes comprennent. Tu as essayé toutes les autres approches en premier. Tu as épuisé toutes les options pacifiques. Ce qui s'est passé dans cette réserve, ce n'était pas toi devenant une brute, c'était toi refusant de rester une victime. » Au fil des mois et que Léa s'est installée dans sa nouvelle réalité au lycée Saint-Exupéry, elle a réfléchi aux leçons qu'elle avait apprises sur la force, le pouvoir et le choix du moment où utiliser les deux. Elle avait dépensé tellement d'énergie à essayer d'être invisible qu'elle s'était fait une cible. En refusant de fixer des limites ou de se défendre, elle avait involontairement invité un comportement de plus en plus agressif de la part de ceux qui confondaient la douceur avec la faiblesse. Mais elle avait également appris que la vraie force ne consistait pas à dominer les autres ou à inspirer la peur. Il s'agissait d'avoir le pouvoir de choisir sa réponse à n'importe quelle situation. Pendant des mois, elle avait choisi la patience et la retenue, même lorsque ses choix lui apportèrent la souffrance. Lorsque ses choix ne la servaient plus ou ne protégeaient plus d'autres victimes potentielles, elle avait choisi d'agir de manière décisive. Léa n'a plus jamais eu à utiliser ses compétences en arts martiaux à l'école. Le message avait été reçu et compris par tous ceux qui auraient pu être tentés de la tester. Elle a terminé sa seconde et a obtenu son bac du lycée Saint-Exupéry avec mention, entretenant des amitiés avec plusieurs camarades de classe qui avaient commencé comme des étrangers, craignant de s'associer à la fille bizarre et silencieuse. Avec le recul, Léa s'est rendue compte que la confrontation dans la réserve avait été un tournant non seulement dans la façon dont les autres la voyaient, mais dans la façon dont elle se voyait elle-même. Elle n'était pas une victime attendant d'être secourue.
ou une arme attendant d'être déployée. Elle était simplement une personne ayant le droit d'exister pacifiquement et le pouvoir de faire respecter ce droit si nécessaire. La fille qui était entrée au lycée Saint-Exupéry en espérant rester invisible avait découvert quelque chose de bien plus précieux que l'anonymat. Elle avait trouvé sa voie, sa force et sa place dans le monde. Et elle avait appris que parfois, le choix le plus pacifique est de faire comprendre que la paix n'est pas la même chose que la reddition.